Il est l'heure de retrouver Erwan. Erwan qui est notre chroniqueur, qui nous livre une semaine sur deux, un lundi sur deux, sa chronique sur le capitalisme. Et cette semaine, on part en Inde. La plus grande grève de l'histoire de l'humanité a eu lieu en Inde il y a quelques semaines, le 26 novembre 2020. 250 millions de personnes, environ un être humain sur 30, participaient à ce gigantesque mouvement social. Et pourtant, on n'en a pas du tout entendu parler. Encore aujourd'hui, il y a très peu d'articles ou sujets consacrés dans les médias dominants français. Alors, aujourd'hui, on va en parler. Comment on arrive à un mouvement social de 250 millions de personnes et qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur les mécanismes du capitalisme ? Alors l'Inde, c'est loin, donc on va commencer par un peu de contexte, mais pas n'importe lequel. Parce que ce mouvement social, c'est un mouvement paysan. Donc il faut qu'on s'intéresse au fonctionnement de l'agriculture en Inde. Et on va voir que même si le sujet paraît très éloigné de nos préoccupations, cette histoire éclaire l'avenir de notre pays, de la France. On va partir de ce qu'on connaît de l'Inde, Gandhi. Gandhi, il est connu pour être un type plutôt sympathique, mais c'est aussi accessoirement l'une des grandes figures du mouvement pour l'indépendance de l'Inde. Indépendance arrachée en 1947 après 190 ans à être une colonie sous domination britannique. Comme plein de pays qui ont arraché leur indépendance à cette époque, l'Inde rejoint le camp des non-alignés. Des pays qui, en pleine guerre froide, refusent de s'aligner sur les États-Unis ou l'URSS et qui tentent de concevoir un modèle original de développement au croisement entre le capitalisme et le socialisme. Donc, pendant les premières années d'indépendance, de 1947 à 1966, l'Inde développe ce qu'on appelle une économie mixte. Une économie capitaliste, mais où l'État intervient beaucoup pour réguler et compenser les défaillances propres aux économies capitalistes. Dans l'agriculture, ça se retrouve dans une réforme agraire qui exproprie des terres et les redistribue à des paysans pauvres, dans la mise en place de coopératives, et le tout poursuit un objectif fixé par le gouvernement, produire plus de nourriture. Mais le milieu des années 60 voit s'enchaîner les mauvaises récoltes et ravive le souvenir des immenses famines de la période coloniale. Alors, en 1966, le gouvernement lance ce qu'on appelle la Révolution verte. Cette révolution verte, elle a un objectif, augmenter massivement la production et atteindre l'autosuffisance alimentaire. Pour faire ça, elle repose sur 3 piliers. Le premier, c'est l'importation de graines, de semences modifiées et sélectionnées pour avoir un très haut rendement. C'est un peu l'ancêtre des OGM. Le deuxième pilier, c'est l'utilisation massive d'engrais chimiques. Et le troisième, c'est l'irrigation. On creuse des puits partout, on déplace des rivières, on achemine l'eau à travers tout le pays de manière à augmenter la surface des terres cultivables. Là où c'est intéressant, c'est que tout ça est financé ou subventionné par l'État, qui non seulement permet à des petits paysans d'accéder à des technologies qui augmentent leur productivité, mais aussi qui rachètent à un très bon prix leur production pour constituer des stocks nationaux et pour nourrir les plus pauvres. Ça permet dès les années 70 d'éloigner définitivement le spectre de la famine en Inde. Mais en 1984, un gouvernement libéral arrive au pouvoir et ce qui devait arriver arriva. L'État se retire du secteur agricole et la poursuite de la révolution verte est laissée au secteur privé. Les équipements ne sont plus subventionnés, donc les petits paysans vont s'endetter auprès de banques et d'acteurs privés pour pouvoir acheter un tracteur ou de l'engrais. On a l'apparition de grandes entreprises qui bouffent les petits paysans. On a la fin du protectionnisme économique, donc les petits paysans sont mis en concurrence avec de grosses multinationales qui peuvent se permettre de vendre moins cher, etc. Le résultat de cette libéralisation, c'est qu'à partir des années 90, le secteur agricole entre en crise. Les paysans sont surendettés, leur niveau de vie stagne, ils souffrent de malnutrition, plusieurs centaines de milliers de paysans se suicident en quelques années, et puis les ressources naturelles commencent à être épuisées et à perdre en qualité suite à l'utilisation massive d'engrais chimiques pendant des décennies. Une situation qui nous est assez familière en France, mais qui est d'autant plus dramatique que l'Inde est majoritairement rurale. 65% des Indiens habitent à la campagne et environ 600 millions de personnes dépendent directement de l'agriculture pour vivre. Alors, au milieu des années 2000, on revient à des réformes qui protègent un peu plus les paysans. L'une des grandes figures de cette critique de la Révolution verte, c'est un type qui s'appelle Swaminathan et qui s'avère être aussi l'un des pères fondateurs de la Révolution verte. Depuis 2004, il dirige la commission Swaminathan qui propose de grandes réformes de l'agriculture en faveur des paysans, réformes qui nécessiteraient un État interventionniste qui réinvestirait de nouveau l'agriculture pour la restructurer. So now we have to see agriculture in terms of more ecological techniques, what we call sustainable agriculture, and it is very important that in both in terms of technology and public policy, we now have a new set of public policies
a new set of technologies. This can be done only by a massive investment in rural infrastructure, rural roads, rural markets, rural communication. Bref, depuis les années 2000, le problème est très bien identifié. C'est la libéralisation de l'agriculture, le retrait de l'État et le fait d'avoir confié le secteur au marché. Mais en 2014, le gouvernement de Narendra Modi arrive au pouvoir et c'est un gouvernement d'extrême droite. C'est un gouvernement qui prône ce qu'on appelle l'Hindutva, qui est un nationalisme indien ultra-conservateur, islamophobe, ce qui est très légèrement problématique dans un pays où 15% de la population est musulmane, anti-chrétien, anti-communiste, qui prône une unité ethnique et religieuse sur le territoire national, vraiment la totale. Hinduism and Hindutva is blood running in Indian veins. One India. One nation. Modi lui-même est issu d'une organisation paramilitaire fasciste qui s'appelle RSS, qui compte plusieurs millions d'adhérents et qui sert de milice privée. Ils intimident, tabassent, assassinent et ils prônent une épuration ethnique de l'Inde. Bref, le gouvernement de Narendra Modi est un gouvernement fasciste. The RSS dress code is khaki shorts and black cap. Okay. The black cap comes from the Mussolini's dress. The brown shirts and shorts come from the Hitler's dress. So it's a Mussolini, Hitler-inspired outfit. It's a combination of Mussolini and Hitler. This has been specifically written in Golwalker's book. In that book, M.S. Goldwalker, then leader of the RSS, expressed his support for Nazi ideology and called their treatment of Jews race pride at its highest. They were disgraced after refusing to take part in the movement against British colonialism. But today, the Hindutva ideology is stronger than ever. Mais le gouvernement de Narendra Modi n'est pas seulement un gouvernement fasciste, c'est aussi un gouvernement néolibéral. Mukesh Ambani is the richest man in India. And during the last 6 years, he has earned eye-watering profits of $69 billion. His company, Reliance Jio, has monopolized the telecommunications market in India thanks to help from the BJP, who changed legislation to allow Jio to offer prices that undercut its competition. On avait vu dans les dernières chroniques que le néolibéralisme est la forme actuelle du capitalisme et on avait vu que l'une de ses caractéristiques, c'est quelque chose qui peut sembler contradictoire. À la fois un recul et un renforcement de l'État. L'État se désengage de l'économie, notamment en privatisant et en supprimant les protections sociales, mais en même temps, l'État se renforce, notamment parce qu'il impose ces changements avec violence. Beaucoup plus de moyens sont accordés à la police, à l'armée, voire à des milices privées pour réprimer les mouvements sociaux qui s'opposent à ces privatisations et à la fin des protections sociales. Ce recul et ce renforcement simultané de l'État néolibéral s'observent très bien aujourd'hui en Inde. Commençons par le recul de l'État. Les 250 millions d'Indiens qui manifestent s'opposent à 3 lois promulguées le 5 juin 2020 par le gouvernement de Narendra Modi. Ces lois ont pour objectif de déréguler, de supprimer toute intervention de l'État dans l'agriculture et de la confier au fameux marché. Ce qu'on retrouve dans le slogan utilisé par le gouvernement pour promouvoir les lois. One country, one market. Un bon exemple de dérégulation emmenée par ces lois, c'est la fin du système de Mandis, des marchés régulés par l'État par le biais des comités de marché des produits agricoles, APMC. Dans les Mandis, des agents assermentés servent d'intermédiaires entre les paysans vendeurs et les acheteurs et garantissent que les achats soient faits au juste prix de la marchandise. Les fermiers peuvent aussi vendre hors du système de Mandis, c'est-à-dire sans le moindre contrôle sur les prix, ce qu'on appelle un marché concurrentiel, mais dans ce cas, la transaction est taxée, de manière à inciter les acheteurs et les vendeurs à passer par les Mandis. Les nouvelles lois suppriment ces taxes et par conséquent le système de Mandis. Dans le même temps, on a la fin probable du prix minimum de soutien, une disposition qui date de 1966 et qui permet aux paysans les plus pauvres de vendre leurs récoltes au gouvernement à un prix fixe, un prix minimum indépendant des fluctuations du marché. मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये मिनिमम प्राइस होता है जो कि किसान को अपनी फसल के लिए चाहिए ही होता है ठीक है ये मिनिमम गारंटी करती है ये जो सरकार गारंटी करती है. D'un côté, ça permettait au gouvernement de constituer des stocks de nourriture et a ainsi permis à l'Inde d'échapper aux famines durant la Révolution verte, et de l'autre, ça garantissait aux paysans un revenu suffisant pour vivre. भाई आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप कहीं भी एम्प्लॉई हैं तो आपको एक मिनिमम वेज इंश्योर होती है. ऐसे ही खेती में मिनिमम सपोर्ट प्राइस लाया गया था
ये इंश्योर करने के लिए कि भाई जो किसान कुछ उगा रहा है उसका प्रोड्यूस कम से कम इतने एक्स प्राइस में तो खरीदा जाएगा। कॉर्पोरेट्स के बीच में और किसानों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, आप एक चीज बताइए कि छोटा किसान जो होगा वो कैसे बार्गेन करेगा, उसकी बार्गेनिंग पावर कौन गारंटी करेगा कि भाई इसको जो ये प्राइस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। Désormais, les petits paysans seront livrés sans protection aux lois du marché. C'est-à-dire, les gros l'emportent et les plus petits disparaissent, voire meurent, jusqu'à ce qu'apparaissent des monopoles ou des oligopoles, un marché dominé par une ou quelques énormes entreprises, voire multinationales, agroalimentaires. जब वो व्यापारी के हाथ में जाएगी, मार्केट उसके हाथ में चली गई ना, तो वो जब चाहेगा अप करेगा, जब चाहेगा डाउन करेगा। Et c'est comme ça qu'on déclenche le plus grand mouvement social de l'histoire de l'humanité. 3 कानून लेकर आई है एग्रीकल्चर के संबंध में। वो तीनों कानून किसानों के खिलाफ हैं, कारपोरेट के पक्ष में भुगतते हैं। इसके लिए हमारी ये मांग है कि ये कानून हर हाल में रद्द किए जाएं। इतना ज़्यादा खराब कर दिया है और ये जो बोलना चाहता है कि इन तीनों किसानों से खुला बाजार आज़ादी दे रहा है। आज़ादी हमें छोटू राम ने दिलाई थी मंडियां लाकर, और ये हमें मंडियों से बाहर करके आज़ादी दे रहा है। अगर ये बात होती कि ओपन मार्केट से हिंदुस्तान की किसानी का हल होता तो आज बिहार से लोग पंजाब में नहीं आते, पंजाब वाले बोरी बिस्तरा बांध के असी बिहार जाते। तो मतलब जैसे हमने टेलीकॉम में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन देखा है कि पहले प्राइवेट प्लेयर आके मार्केट पे कब्जा करते हैं, उसी तरह यहाँ भी होने वाला है। जब प्राइवेट, जहाँ देखिए हॉस्पिटल थे, जो सरकारी के साथ में प्राइवेट खड़ा किया तो सरकारी काम खत्म हो गया। स्कूल है, स्कूल के सामने प्राइवेट स्कूल खड़ा किया तो सरकारी स्कूल खत्म हो गया। और प्राइवेट में कैसे लूट हो रहा है ये सब आप लोग जानते हैं। ऐसे ही मंडियों में होगा, जब प्राइवेट मंडी होगा तो 2-3 साल बाद वो फिर ऐसा ही काम होगा जो आपकी बहुत बड़े पैमाने पे लूट होगी। किसानों को निकालना चाहते हैं खेती से, इनको अर्बन स्पेसेस में अच्छा चीप लेबर मिल जाए। Ces lois anti-paysans ont été promulguées le 6 juin et immédiatement des manifestations ont été lancées dans l'état du Punjab, au nord-ouest de l'Inde. Au fur et à mesure de la levée des restrictions et des couvre-feux contre le Covid, de plus en plus de manifestations ont été organisées partout en Inde, en particulier dans les États du Nord, qui sont les plus gros producteurs agricoles du pays, ainsi que les principaux bénéficiaires du système de Mandis et du prix minimum de soutien. जब इधर देश को अनाज की लोड़ थी तो पंजाब हरियाणा के आगे हाथ जोड़ रहे थे, अनाज हरी क्रांति लाओ। अब हम हरी क्रांति लेकर आए हैं और उसका हमको ये इनाम दे रहा है। Le 24 septembre, des actions pour bloquer les principaux flux du pays ont été lancées, les fermiers bloquaient les routes, les trains, etc. Et le 26 novembre 2020 a eu lieu la fameuse plus grande grève de l'histoire de l'humanité, rassemblant 250 millions de personnes. Face à l'absence de réaction du gouvernement central, le mouvement social a appelé les paysans à traverser le pays de temps en temps à pied pour se rassembler directement à la capitale, Delhi. Le gouvernement a tout tenté pour les empêcher de venir, allant jusqu'à creuser des tranchées et installer des barricades fortifiées dans les routes vers Delhi. Sans succès. En ce moment même et depuis plusieurs mois, des centaines de milliers de paysans ont installé de gigantesques campements sur l'autoroute qui entoure Delhi et refusent de partir tant que les lois ne seront pas retirées. Le mouvement social réclame non seulement le retrait des lois, mais aussi la mise en place d'un ensemble de réformes, dont celle préconisée par la commission Swaminathan dont on a parlé un peu plus tôt, et qui recommande une restructuration du secteur agricole par un État interventionniste qui protège les paysans des défaillances propres à une économie capitaliste. Évidemment, un mouvement social aussi massif serait inimaginable sans organisation. Il s'avère que l'Inde a une très forte tradition de gauche, y compris révolutionnaire, y compris communiste, et une très forte tradition syndicale. Toutes ces organisations sont actuellement mobilisées pour coordonner les actions et les rendre possibles en rassemblant et en distribuant les ressources nécessaires. On notera aussi l'importance de la solidarité. De l'équipement, de l'argent et de la nourriture sont envoyés des 4 coins du pays pour permettre aux paysans rassemblés à Delhi de rester jusqu'à ce que le gouvernement cède. Une bonne illustration de cette solidarité qui prend des formes totalement différentes de ce qu'on connaît en France, c'est les Niang, une communauté de guerriers sikhs très respectés qui ont débarqué à cheval avec des lances à la main en jurant de protéger les manifestants de l'armée et de la police. Vous voyez, c'est un peu l'équivalent du service d'ordre de la CGT, mais avec des grosses beubards et des sabres à la place des légendaires hot dog merguez. Bon, malheureusement, ce mouvement social qui s'oppose au recul de l'État néolibéral se heurte aussi au renforcement de cet État néolibéral. La répression est très violente, les arrestations sont massives et la police, l'armée et les milices tabassent allègrement les manifestants.
Mais enfin, je vous rassure, tout va bien. Modi lui-même a affirmé, je cite, गंगा जल जैसी पवित्र नियत के साथ काम किया जा रहा है. Bon, on rappelle que le Gange est le fleuve le plus pollué du monde avec environ 800 entreprises qui déversent directement leurs déchets dedans et un taux de pollution 3000 fois supérieur aux recommandations maximales de l'Organisation mondiale de la santé. Moi aussi, je suis aussi pur que l'eau du Gange. Bon bref, on va s'arrêter là, mais avant, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui ? On a vu qu'après son indépendance, l'Inde a conçu un modèle de développement au croisement entre le capitalisme et le socialisme, ce qui lui a permis d'enclencher une révolution verte qui a définitivement éloigné le spectre de la famine et qui garantissait des protections sociales pour les paysans. On a vu qu'à partir de 1984, le gouvernement libéralise l'économie, donc désengage l'État de l'agriculture, ce qui a conduit dans les années 90 à une grande crise du secteur et à énormément de souffrance pour les paysans. Des centaines de milliers se suicident en quelques années. On a vu que dès les années 2000, les solutions sont pourtant parfaitement identifiées. Il faut que l'État régule beaucoup plus le secteur agroalimentaire et garantisse de meilleures protections pour les petits paysans. Mais on a aussi vu qu'en 2014, un gouvernement fasciste est arrivé au pouvoir en Inde et a mis en place des politiques néolibérales. Un renforcement de l'État qui réprime très violemment les mouvements sociaux et en même temps un recul de l'État, comme on le voit avec les lois sur l'agriculture qui dérégulent le secteur et mettent les petits paysans à la merci des grosses entreprises et des multinationales. Mais ce que j'aimerais qu'on retienne de cette histoire, c'est les affinités entre le capitalisme et sa forme actuelle, le néolibéralisme, et les régimes autoritaires, voire fascistes, comme celui de Narendra Modi en Inde. C'est un schéma qu'on a déjà croisé plusieurs fois et qu'on retrouve absolument partout. Dans notre dernière chronique, on avait évoqué l'émergence du néolibéralisme au Chili dans la dictature militaire de Pinochet. Dans la chronique d'encore avant, on avait vu qu'en Indonésie, c'était la même chose avec la dictature militaire de Suharto. Et chez nous, ça nous permet de mieux comprendre l'autoritarisme de Macron. L'état policier que Macron est actuellement en train de mettre en place n'a rien de surprenant. Depuis les années 70-80, on sait et on observe partout qu'un état néolibéral est un état autoritaire. वहाँ संसद में भी किसी भी जो है ना सांसद की राय नहीं ली गई, सिर्फ तानाशाही किया है और उसी तानाशाही के तहत जो है ना ये चाहता है कि भाई कुछ 150 परिवार हैं हिंदुस्तान के. On nous répète ce mythe d'un capitalisme qui se balade main dans la main avec la démocratie et qui la diffuse partout où il passe. La réalité, c'est que le capitalisme est beaucoup plus performant dans un régime autoritaire que dans un régime démocratique. Et ça, c'est un point crucial à ne jamais oublier parce que c'est la clé pour comprendre le tournant autoritaire mondial qui commence à pointer le bout de son nez, comme on le voit en Inde, au Brésil, aux États-Unis, en Grèce, au Royaume-Uni ou encore en France. Et c'est un tournant qui ne va que s'accentuer dans les prochaines décennies. Mais enfin, tout n'est pas perdu. En Inde, où on lutte en même temps contre le néolibéralisme et le fascisme, cette lutte rassemble 250 millions de personnes et a donné naissance au plus grand mouvement social de l'histoire de l'humanité. L'Inde nous montre aujourd'hui que le tournant autoritaire à venir ne se fera pas dans le calme et la résignation. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et coucou, ça fait longtemps. J'ai un nouveau micro, ça devrait me faire une voix grave et sensuelle. J'espère, sinon c'est beaucoup d'argent gâché pour rien. En tout cas, même si la voix est très différente, c'est bien moi. Alors, cette chronique, elle a été diffusée à la radio le 14 décembre 2020. Et depuis, il s'est passé pas mal de choses en Inde. À la base, cette vidéo, ça devait être une collaboration avec un vidéaste indien qui vit tout ça en direct et qui a réalisé une deuxième vidéo complémentaire à celle-ci dans laquelle il expliquait tout ce qui s'est passé depuis le 14 décembre. Trop bien, sauf que finalement il va pas la sortir parce que malheureusement, ce dont on parle dans ces vidéos, c'est des vraies choses qui affectent véritablement de vraies personnes. À partir de fin janvier, le gouvernement Modi a accentué la répression contre le mouvement paysan. Tous ceux qui participent ou soutiennent, y compris de loin, ce mouvement, sont accusés d'être des terroristes séparatistes téléguidés de l'étranger. Et ces accusations sont suivies par la police. On a des arrestations, on a un harcèlement policier et judiciaire qui touche les paysans, les journalistes, les leaders syndicaux et tous ceux qui expriment publiquement leur soutien au mouvement paysan. Il faut évidemment rajouter à tout ça les violences physiques exercées par les milices de la RSS et du BJP, le parti au pouvoir, le parti de Narendra Modi. Dans ces conditions, la personne avec qui j'ai travaillé ne se sent plus suffisamment en sécurité pour ne serait-ce qu'expliquer publiquement ce qu'il se passe dans son pays. A priori, nous, on est un peu plus à l'abri des milices de la RSS,
J'espère. Donc, on va en parler. On va en parler dans la suite de cette vidéo que je suis en train de tourner actuellement et qui sortira peut-être dans la semaine prochaine. Voilà, en attendant, on pense bien fort aux Indiens et aux Indiennes qui luttent actuellement contre à la fois un gouvernement fasciste et des lois néolibérales. Ils ont vraiment droit à la totale. Donc, s'il vous plaît, parlons un peu plus de leur combat qui passe pour l'instant totalement inaperçu en France. Alors que plus grand mouvement social de l'histoire de l'humanité, ça devrait quand même un petit peu nous intéresser, notamment à gauche, que j'entends pas trop s'exprimer sur le sujet pour l'instant. Sur ce, au revoir.